Très bien. Donc, bon, on est ravis tous les deux d'être là à distance, l'un de l'autre et de tout le monde ici, hein, pour vous faire un peu un bilan du projet SHIP. Donc, c'est un projet qu'on avait initié dans le début de la thèse de Jérémy, avec l'ambition de partir sur un sujet qui était un peu novateur et pour lequel on avait une probabilité non nulle d'être sur des résultats pas forcément attendus. Et on essaie de mettre ça dans une approche qu'on trouve plutôt salvatrice pour notre domaine, hein, la psychologie et les neurosciences, à savoir avoir une démarche la plus transparente possible pour présenter à la communauté des résultats, quel que soit le bilan de ces résultats. Alors, avant de commencer la présentation du cadre un peu général et puis sur les détails, Jérémy vous expliquera ce qu'on a fait pour aboutir à ce projet SHIP et à la publication dans une revue qui permettait ce type d'approche par Registry Report. Je voulais insister sur un point c'est l'anticipation associée à ce projet, à ce type de projet. Ce sont des projets qui sont lourds à monter puisque aucune étude ne peut débuter tant que on n'a pas une validation dans une première étape dont parlera Jérémy associée à ces projets. Donc ça nécessite des temps qui parfois ne sont pas justement les temps du doctorat. Donc il faut souvent bien anticiper ça en amont pour pouvoir réaliser et mener à bien ce genre d'études avec dans le cadre de recherche, pas forcément menées par des chercheurs installés dans leur laboratoire, mais avec des personnes qui sont dans des temps plus courts de recherche. Alors, qu'est-ce qui amène à ces registry reports? Jérémy, tu peux passer. Là, je vous ai mis, j'ai décidé de venir vous présenter un petit peu ça avec trois publications très récentes, hein, chacune viennent entre 2020 et 2023. Celle-ci, c'est un papier qui vient de sortir en 2021, je crois, et qui n'est pas très optimiste si vous lisez, puisqu'il continue à souligner le fait que finalement, on peut craindre qu'un grand nombre des publications qui sortent dans les revues spécialisées continuent à présenter des résultats qui ne sont pas forcément des résultats probants ou réels. Alors, ce constat-là, il est né autour des années 2000 et surtout en 2011, où il y a eu un vrai choc dans différentes disciplines, quand on a cherché à venir répliquer les résultats publiés déjà dans d'autres revues, hein. Et on a fait un constat de non-réplicabilité des résultats avec des taux variables, hein, d'un domaine à l'autre. Dans le biomédical, c'est un peu compliqué parce qu'il y a différents types d'approches. En psychologie, on était à peu près à entre 20 et 30% de réplication des résultats. Ça veut dire quand même que 7 études sur 10 n'arrivaient pas à répliquer des résultats déjà publiés dans des revues et parfois des études très importantes, des études princeps, hein, dans le domaine. Mais on l'observe aussi en économie, en sociologie également, dans la recherche chez l'animal. Donc ça a posé un certain nombre de questions sur comment construire une recherche qui soit fiable, qui soit reproductible et sur lequel on puisse se baser pour avancer et continuer à poser de nouvelles hypothèses. Alors, différents facteurs ont été proposés pour essayer d'expliquer pourquoi on avait cette difficulté de réplication. Il vient de certains biais associés à une fameuse adage que vous connaissez peut-être tous, qui est le fameux publish or perish, qui est apparu, Jérémy, on revient dans la diapo d'avant. Le publish or perish, qui a été une manière de venir inciter les chercheurs par l'évaluation qu'en faisait leur laboratoire ou leur structure de tutelle sur la base des publications dans des revues. Et donc, ça a amené un certain nombre de chercheurs à venir maximiser la possibilité de publier. Donc, soit en venant proposer, rechercher avec différents formats statistiques les différences qui pouvaient apparaître entre différentes conditions expérimentales, et puis de retenir le résultat statistique qui était le plus favorable, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément des biais avec une volonté de triche, hein, mais avec en tout cas des souplesses qui amenaient parfois à venir biaiser un petit peu les résultats. La prime au résultat positif, elle se traduit aussi par le fait que dans nos domaines de recherche, lorsqu'on n'observe rien, eh bien, on n'en parle plus. Donc, on peut très bien avoir des résultats où 10 études, 10 chercheurs dans 10 laboratoires différents vont chercher à présenter, à faire une même étude, et puis 2 chercheurs trouvent des résultats qui sont significatifs, et les 8
en faveur de l'absence d'effet, mais bien ces 8 études sont invisibles, hein, et ça a amené d'ailleurs, en discutant, tous les chercheurs peuvent discuter ensemble pour raconter comment parfois ils ont perdu des mois et des mois en cherchant à obtenir un résultat qu'ils n'arrivaient pas à reproduire parce que, en discutant avec le chercheur, ils disaient moi aussi j'ai eu le même problème, j'ai jamais réussi à le faire non plus. On se rend compte que parfois on est biaisé par le fait que les quelques études qui ont montré quelque chose sont publiées et toutes les autres qui ne le montrent pas, ne le sont pas. L'absence de réplication a été un gros souci aussi. Souvent, on a une étude, on ne cherche pas à la répliquer. Vous allez voir que les modèles des Registry Report permettent justement de répondre à ça aussi. Et puis la taille des échantillons associés à ça. Tu peux passer à la diapo suivante, Jérémy. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette diapo, d'abord parce qu'elle est en anglais, et puis ensuite parce que elle montre juste comment, dans le process de recherche, hein, qui est le cercle bleu, qui va de la manière dont on va d'abord poser des hypothèses, créer le protocole, collecter les datas et les analyser, eh bien, il y a plein d'endroits où on peut arriver à, consciemment ou inconsciemment, amener à avoir une démarche qui n'est pas la plus propre pour s'assurer que ces résultats sont correctement acquis ou correctement interprétés. Donc, on peut tous avoir une tentation, de nouveau tout à fait honnête, d'avoir des résultats statistiques qui vont dans un sens qui n'était pas celui qu'on avait prédit. Puis finalement, on se dit, ah bah oui, mais c'est un peu logique, parce que finalement, si on prend cet élément en tête, ça peut expliquer pourquoi ces résultats sont différents. Mais vient se poser la question de comment s'assurer que cette démarche-là, elle est motivée par une vraie réinterprétation ou par quelque chose qui est un petit biais de venir valoriser ces résultats-là. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'étapes dans lesquelles on peut arriver à perturber un petit peu le process d'acquisition de données robustes et pérennes. Donc Jérémy passe à la suivante. Et donc, le biais principal sur lequel on va discuter aujourd'hui, c'est le biais de publication, hein, qui correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir le fait qu'il y a une surreprésentation généralement des résultats positifs et donc une invisibilité des résultats non concluants. Donc, il y a eu beaucoup de réponses proposées, toutes le sont intéressantes, elles ne sont pas incompatibles avec le Registry Report, au contraire, vous allez voir, elles sont souvent intégrées dans ce process-là. Donc, le premier, c'est d'essayer de se mettre dans la démarche qui correspond au printemps de la donnée, hein, bien sûr, c'est-à-dire de développer des pratiques de science ouverte avec du partage des données, du partage des plans d'analyse, pourquoi pas des partages des protocoles d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse faciliter la réplication de ces données et l'analyse, pourquoi pas, indépendante par d'autres chercheurs. Une incitation à la réplication indépendante de plus en plus des études. En psychologie, il y a ce qu'on appelle le projet RPP, qui est une démarche qui date d'une dizaine d'années, qui incite les chercheurs en psychologie à venir répliquer, y compris des études Princept de psychologie cognitive, de psychologie sociale, pour démontrer leur robustesse. Et puis, bien sûr, le renforcement des précautions méthodologiques et statistiques, notamment avec la tentative d'essayer d'être le plus a priori possible sur la puissance statistique, combien on va avoir, quelle est la taille des faits recherchés, et à savoir combien on va avoir besoin de participants, par exemple, pour une étude. Tout ça peut être intégré dans une approche qui a été proposée pour la première fois en 2012 par Christophe Chambers, qui est le Registry Reports. Donc c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc c'est une démarche qui a été d'abord proposée, alors je sais plus, je crois que c'était dans Nature, je suis plus sûr, et qui actuellement est proposée par plus de 300 revues dans différents domaines, de la sociologie, de la biologie, de la science médicale, la psychologie, bref, hein, donc il y a beaucoup de supports qui proposent cette démarche-là, même si elle n'est pas aussi facile que ça à y accéder, vous verrez un peu avec Jérémy. Et donc le principe de Service Report, c'est donc que on va proposer, avant toute mise en place du protocole et toute acquisition de données, un document pour publication qui va être évalué par les pairs, et cette évaluation va se faire sur la base, non pas des résultats, puisqu'on ne les a pas encore, mais de questionnement théorique, de la problématique, de la méthodologie qui va être proposée, du plan d'analyse, etc., etc., etc. Donc l'intérêt de cette approche, vous voyez, c'est qu'on va le faire non pas dans une approche résultat-driven, quelque part, en disant comment on pose l'hypothèse vu les résultats existants, mais on va, dans un premier temps,
avant la réalisation du protocole, proposer à 2 ou 3 experts, nos fameux rapporteurs, hein, de venir évaluer si les hypothèses sont construites correctement, permettront d'être vérifiées par les résultats, et puis de venir de ce fait mettre en place une démarche la plus a priori possible, avec une identification de tous les critères que je vous ai indiqués au-dessus, à savoir quelle est la taille d'échantillon nécessaire, quelles sont les analyses réalisées, etc., etc. Donc, c'est cette démarche de Pre-Registered Report qu'on va vous rendre concrète avec Jérémy en vous présentant celle que nous, on a réalisée dans le cadre d'une approche qui est à la jonction entre les neurosciences et la psychologie et qui portait sur un questionnement associé à un modèle particulier qui évaluait les fonctions de l'hippocampe. Donc, Jérémy, je te laisse prendre le relais sur cette partie-là. Ah pardon, excusez-moi, Oui. j'avais juste, excusez-moi. Ces 2 éléments me semblent très intéressants. Donc, je vous ai parlé de Christopher Chambers. Il a republié il y a 2 ans un état des lieux, un petit peu de ce que devaient être les Registry Reports, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait actuellement et vers quelle direction on devait aller. Je vous l'incite à le lire parce qu'il est très très bien écrit et vraiment il donne des recommandations fortes pour une évolution de ces Registry Reports pour encore accentuer sa validité statistique. Et l'autre article que j'ai trouvé très intéressant, le suivant, Jérémy, s'il te plaît, est une étude comparative qui a été faite par, vous voyez, 350 chercheurs à qui on a demandé d'évaluer en aveugle la qualité d'une soixantaine, 80, à peu près 80 papiers, 30 qui ont été publiés dans le cadre d'une démarche de Registry Report et une cinquantaine dans une démarche classique. Et on constate que l'évaluation de ces chercheurs à tous les niveaux montre de la plus grande propreté et la plus grande qualité des résultats obtenus dans le cadre des approches enregistrées report par rapport à des approches classiques. Et tout ça réalisé en aveugle. Donc on voit vraiment qu'il y a un gain fort d'essayer de généraliser ce type de démarche pour faire avancer la science dans différents domaines. Cette fois, je te laisse vraiment la main, Jérémy. Ouais, ça marche. Bon, à nouveau, j'ai aucun retour caméra, là, c'est mon PowerPoint qui est en grand, donc s'il y a quoi que ce soit, que vous m'entendez pas bien ou qu'il y a un bug, n'hésitez pas à m'interrompre verbalement. Donc, dans un premier temps, je vais juste introduire le principe de Registered Report et montrer un petit peu les étapes, enfin, décortiquer un peu la procédure. Et dans un deuxième temps, on donnera l'exemple du projet Chip pour aller illustrer cette procédure-là. Avant de commencer à parler de Registered Report plus en détail, je voulais juste préciser la différence entre le pré-enregistrement et le Registered Report, parce qu'il y a souvent une confusion en fait qui est faite. Préenregistrer son étude sous OSF, c'est pas la même chose que faire un Registered Report, puisque ce n'est pas associé à un journal en particulier, il n'y a pas d'étape de peer reviewing, une évaluation par les pairs qui est faite lorsqu'on préenregistre soi-même son étude sous OSF. Alors ça reste très très bien, hein, c'est la base de toute la démarche de sciences ouvertes et du préenregistrement qui est progressivement en train de devenir la norme dans notre domaine, puisqu'en fait la date à laquelle on soumet le papier, on bloque le document sous OSF, donc l'Open Science Framework, permet de certifier le caractère a priori des hypothèses et des analyses planifiées qui sont renseignées dans ce document-là. Donc lorsqu'on soumet ensuite l'article à un journal, eh bien, on peut dire, regardez, mes hypothèses et les analyses eh bien, étaient préenregistrées sous l'OSF à telle date, avant même que je collecte mes données. Et donc ça reste très très important. Et puis on peut aussi comme ça héberger certaines données, alors pas toutes parce que ça dépend aussi du poids des données, mais en tout cas les scripts d'analyse bien souvent qui permettent à d'autres chercheurs de répliquer, déjà de vérifier les analyses et puis de répliquer aussi les analyses qui ont été faites. Tout ça au même endroit sous OSF, donc c'est très important. Mais voilà, faut pas faire la confusion entre pré-enregistrement et registered report. Euh, Avant aussi de décortiquer, je voulais juste préciser, Pascal l'a mentionné tout à l'heure, effectivement, il y a de plus en plus de journaux qui proposent cette pratique-là. Toutefois, c'est pas le cas de tous les journaux qui existent. Il y a encore des progrès à faire de ce côté-là. Et donc ici, le Center for Open Science, le COS, donc qui est associé à l'OSF, eh bien, propose une liste des journaux qui participent à cette démarche-là et qui proposent, qui acceptent en fait les articles au format Registered Report. Ici, je pourrais transmettre le lien à la fin de la présentation si un axe intéresse. Donc, si on prépare un register report et on ne sait pas à quel journal soumettre dans notre domaine, ben, on peut aller voir ici une liste de ceux qui l'acceptent.
Ici, j'ai mis une capture d'écran des premiers. Vous voyez que c'est par ordre alphabétique. Ici, on n'est que dans les A encore, hein, donc il y en a tout un tas et c'est dans des domaines relativement variés. Et il y a à chaque fois un lien vers les guidelines, les, euh, le guide pour les auteurs, comment écrire, comment proposer un register de report vers telle ou telle revue. Donc le principe du Registered Report, comme l'a initié tout à l'heure, comme l'a amorcé tout à l'heure Pascal, c'est effectivement qu'il va y avoir deux stades de reviewing. Un qui est sur le protocole uniquement, je vais détailler ça dans une seconde, et qui est fait avant la collecte et l'analyse des données. Et puis il y aura une deuxième étape de reviewing qui, elle, est finale, hein, juste avant la publication de l'article. Ça, c'est une simplification du décours temporel du Registered Report. Et donc, pour donner un petit peu plus de détails, lorsqu'on commence un registered report, donc on développe notre étude, on réfléchit à la théorie, à la question de recherche, aux hypothèses, etc. Et lorsqu'on a fait ça, on va envoyer une proposition théorique à un journal avec les hypothèses qu'on veut tester, comment on veut les tester, pourquoi on veut les tester, quelle est la théorie qui soutient ces hypothèses-là, etc. Quel plan expérimental on veut mettre en place. Et un premier avantage du Registered Report, c'est que dès le tri éditorial, ce qu'on appelle le tri éditorial, c'est le journal qui dit oui ou non, cette proposition m'intéresse, il y a déjà une étape de flexibilité, puisque comme on n'a pas encore acquis les données, on n'a pas encore analysé les données, on n'a pas encore réalisé l'étude, eh bien, on peut modifier notre proposition. C'est-à-dire que si l'éditeur nous dit, oui, bah, ok, c'est intéressant, mais par contre, il faudrait modifier ça, 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 pour que ce soit un peu plus pertinent. Bah, on peut ne pas être d'accord et choisir de soumettre le register de report ailleurs, mais si on trouve les retours pertinents, bah, on peut d'ores et déjà faire des modifications dans ce qu'on avait prévu et puis renvoyer le papier au journal qui vraisemblablement sera plus susceptible de l'accepter à ce moment-là. Et c'est concrètement ce qui s'est passé pour nous. La deuxième étape, ben, comme toujours, on peut toujours être rejeté, hein, c'est-à-dire que malgré ces modifications, l'éditeur peut finir par dire non, bah, ce sera pas suffisamment, même si vous avez les résultats, etc., ce sera pas suffisamment impactant pour nous, ou alors c'est pas vraiment dans notre domaine d'expertise, etc. Donc on peut toujours être rejeté. C'est pas parce qu'on fait un registered report que l'article est toujours publié, hein, c'est pas aussi simple que ça. Maintenant, comme je disais, il y a cette flexibilité. Si l'éditeur est d'accord, eh bien, il va envoyer le papier en review, hein, d'accord, en évaluation par les pairs, comme Pascal l'a mentionné tout à l'heure. Et là, c'est la première étape de peer review. Alors, à nouveau, on a encore de la flexibilité, puisque pour la même raison, hein, les données n'étant pas encore collectées, eh bien, on peut faire des modifications. C'est-à-dire que les reviewers peuvent dire, ah oui, d'accord, bon, c'est très bien cette proposition. Maintenant, vous avez prévu 60 images dans votre protocole. En fait, il en faudrait 70. Vous avez prévu de faire telle analyse. En fait, il faudrait plutôt la faire comme ci ou comme ça. Puisque c'est pas encore fait, on peut, si on est d'accord avec eux, eh bien, modifier notre proposition en fonction des conseils des reviewers. Si on n'est pas d'accord avec eux, bien sûr, ben, on peut soit argumenter la raison pour laquelle on n'est pas d'accord, soit bien abandonner le processus et choisir d'aller soumettre ailleurs. Lorsqu'on tombe d'accord avec les reviewers et l'éditeur, eh bien, on a ce qu'on appelle un accord de principe, ou IPA en anglais pour In Principle Acceptance. Ici, c'est le stade 1, il y aura un stade 2 dans quelques instants. Donc l'accord de principe, c'est le journal qui dit, OK, on est d'accord pour votre proposition de registered report, votre proposition d'étude. Si vous faites bien tout ce que vous avez dit que vous allez faire, on publiera l'article, quels que soient les résultats. Et ça, c'est très important, c'est la base du registered report. Une fois que vous avez cet accord de principe, c'est parti. Vous pouvez collecter les données, faire les analyses, et puis rédiger cette fois-ci l'article en entier. D'accord? Donc, c'est-à-dire rédiger les résultats et la discussion. L'introduction et les hypothèses étaient déjà présents dans le stade 1. Une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est renvoyé en peer review, donc pour être évalué à nouveau par les pairs, avec à nouveau ben, de la flexibilité, mais ça, cette fois-ci, c'est le même stade que si on publiait un article sans la logique du registered report. Et cette fois-ci, bien l'article sera accepté à l'issue de cette deuxième étape de peer review. C'est donc le stade 2. À nouveau, il peut encore être rejeté, mais à nouveau, comme je disais tout à l'heure, si on suit bien tout ce qu'on a dit qu'on allait faire, il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit rejeté à ce stade-là. Mais il faut savoir que voilà, c'est possible quand même. Donc voici pour la démarche. Donc vous avez remarqué qu'effectivement, il y a deux étapes de peer reviewing. Donc à ce stade, on peut se demander, tiens, il y a deux étapes de peer reviewing, est-ce que ça va prendre beaucoup plus de temps? Est-ce que les reviewers vont évaluer deux fois la même chose, etc. Donc ça peut être un peu étrange. Mais en fait, non, c'est pas la même chose qui est évaluée dans les deux étapes. La première étape, ce sera la théorie, les hypothèses, le plan de recrutement qui est extrêmement important et les analyses qu'on va mettre en place pour tester nos hypothèses, avant d'avoir les données. Et dans l'étape 2, eh bien, c'est le respect du stade 1. C'est à quel point on a fait exactement ça. On a bien testé les hypothèses qu'on a dit qu'on allait tester, on a bien fait les analyses qu'on a dit qu'on allait faire, etc. Et ce sera bien sûr l'interprétation des résultats, puisqu'il faut quand même écrire la discussion et la conclusion de l'article. Donc c'est pas la même chose qui est évaluée dans ces deux étapes.
Donc un petit mot sur la première étape du reviewing. Effectivement, on va évaluer à ce moment-là la théorie, les hypothèses, le plan de recrutement et les analyses. C'est pour prévenir un certain nombre de biais qu'a mentionné tout à l'heure Pascal, comme par exemple le harking. Le harking, en anglais, ça veut dire hypothesis after results, qui veut dire donc faire des hypothèses après les résultats. Donc bien sûr, on observe un résultat et on dit, ah bah oui, oui, c'est ce que j'avais prédit, c'est ce à quoi je m'attendais, même si c'était pas du tout le cas. Et puis, on envoie l'article à un journal. Bah, c'est sûr que on a cette tendance-là, en raison, comme le disait Pascal, du biais vers les résultats positifs. Maintenant, si on a fait évaluer la théorie et les hypothèses a priori, eh bien, c'est impossible de faire du harking, d'accord? Puisque les hypothèses étaient déjà validées à ce moment-là. On va éviter aussi les problèmes de puissance statistique, ça c'est extrêmement important via le plan de recrutement. Donc il faut démontrer de façon très précise et très rigoureuse combien de participants sont nécessaires pour détecter tel ou tel effet en fonction de leur taille d'effet via un calcul de puissance. Et donc on n'aura pas de problème de type j'observe pas mon résultat, ah bah oui, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez de participants. Non, ça normalement ça doit pas exister dans les registered reports puisque lors de l'étape 1 est évaluée cette analyse de puissance pour être sûr que si l'effet existe, eh bien, il pourra être détecté dans les conditions qu'on va mettre en place. Un troisième problème, c'est le peaking qui consiste à arrêter, bon, c'est un peu plus large que ça, mais si je résume, à arrêter de recruter des participants au moment où ça nous arrange. Donc j'ai pris 25 participants, je fais mes analyses, j'ai pas d'effet, j'en rajoute 5, j'ai toujours pas d'effet, j'en rajoute encore 5, ça y est, j'ai mes effets, c'est parti, je publie. Non, on fait absolument pas ça lors d'un registered report, puisque à nouveau, ben, tout ça, ça a déjà été validé. Et de la même manière, un dernier biais, c'est de choisir les analyses qu'on va présenter. Donc, c'est-à-dire, on a des données, on teste tout un tas d'analyses, et puis on ne va présenter dans un article que celles qui nous arrangent, que celles qui fonctionnent. Et à nouveau, bien, ça va pousser ce biais de résultats positifs. Ici, pas du tout. On a choisi un certain nombre d'analyses pour tester les hypothèses qu'on a proposées. Eh bien, on présente toutes ces analyses-là, quel que soit le résultat, qu'il soit positif ou négatif. Et donc, dans la deuxième étape de reviewing, eh bien, cette fois-ci, c'est pas la même chose qui est évaluée, c'est le fait qu'on n'a pas dévié du plan expérimental. C'est-à-dire que il faut absolument pas changer, altérer ce qu'on a dit qu'on allait faire dans le stade 1. Et c'est ça qui est évalué par les reviewers. Est-ce qu'on a bien testé les hypothèses qu'on a dit qu'on allait tester? Et est-ce que celles qui n'étaient pas renseignées lors du stade 1, eh bien, sont bien labellisées comme hypothèses exploratoires? Ça, c'est très important parce que il ne faut pas voir le register de report comme quelque chose qui n'a aucune flexibilité. C'est pas ça. Un register de report, on doit tester les hypothèses planifiées, mais on peut aussi tester quelques hypothèses exploratoires. Seulement, il faut les nommer comme étant exploratoires. Et si vous allez voir l'article en question dont on va parler dans une seconde, il y a des hypothèses exploratoires qu'on n'avait absolument pas prévu de tester, mais qui ont été soulevées par d'autres résultats. Et tiens, c'était intéressant d'aller creuser un petit peu plus. Seulement, on le labellise comme exploratoire. Bien sûr, l'interprétation des résultats, est-ce qu'elle est justifiée compte tenu des résultats observés et de la théorie des articles qui existent actuellement? Maintenant, ce qui n'est pas évalué, eh bien, c'est entre guillemets la qualité ou le sens des résultats. C'est-à-dire que si aucun des résultats ne soutient nos hypothèses, eh bien, c'est pas grave. À partir du moment où on a eu l'accord de principe du journal, l'article sera publié quoi qu'il arrive. D'accord? Et il existe des register de report aujourd'hui qui ont testé, il y en existe d'ailleurs dans Cortex, hein, qui ont testé 5 ou 6 hypothèses. Aucun des résultats n'a soutenu aucune des hypothèses, donc ils ont rejeté toutes les hypothèses, mais c'est pas grave. L'article est publié quand même parce qu'ils ont respecté exactement le plan d'analyse et de test d'hypothèses qu'ils avaient proposé, et ça reste informatif pour la communauté scientifique. Voici pour les deux étapes de reviewing, et donc pour la logique de la procédure du register report. Maintenant, je vais évaluer un petit peu, illustrer pardon, un petit peu ça avec l'exemple de notre projet, le projet SHIP. Donc pour le contexte, pendant ma thèse, on a souhaité répliquer un résultat qui était très très important, qui a été publié en 2018 par une équipe aux États-Unis dans le journal Cerebral Cortex, qui montrait que l'engagement de l'hippocampe dans un processus de mémoire dépend en fait de ce dont on se souvient. C'est-à-dire qu'il y avait une activation de l'hippocampe lorsque les participants se souvenaient d'un souvenir complexe, d'une scène avec plein de détails, etc. Mais il ne s'activait pas lorsque les participants se souvenaient d'un objet, donc quelque chose qui était relativement simple et qui n'avait pas de contexte derrière. Donc ça, c'est un résultat qui était relativement novateur et qui, pour des raisons théoriques, je vais passer les détails ici, mais qui, pour des raisons théoriques, était extrêmement important.
Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était tout d'abord de le répliquer. Donc ça, Pascal en parlait tout à l'heure, le Registered Report se prête extrêmement bien à la réplication des résultats comme celui-ci, qui sont non seulement très importants et qui n'avaient pas été répliqués lorsque nous, on a commencé notre étude, n'avaient jamais été répliqués. Et puis on a aussi souhaité généraliser ce résultat-là à d'autres processus de mémoire. C'est-à-dire qu'on a vu, bah tiens, si l'hippocampe s'active en fonction du contenu en mémoire et de sa complexité, eh bien ça ne doit pas être dépendant du processus qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est une reconnaissance seulement? Tiens, je reconnais quelque chose visuellement, ou d'autres processus comme ça. Donc on a voulu multiplier, on est passé d'une condition expérimentale à 4 conditions expérimentales, où on faisait varier la même variable expérimentale du contenu en mémoire pour voir si ce résultat, en plus d'être réplicable, eh bien, il pouvait être généralisable à d'autres conditions expérimentales. Donc pour illustrer un tout petit peu le protocole, à nouveau, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur la méthodologie, mais voici un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc on avait des images soit de scènes, soit des objets. Et donc dans le protocole initial, à gauche, c'est des images entières, c'est ce que voit le participant lorsqu'il apprend les stimuli la première fois. Et à droite, c'est ce que voit le participant lorsqu'on lui demande de faire un exercice de mémoire, c'est-à-dire qu'il doit reconstruire dans sa tête le reste de l'image à partir de cette petite fenêtre visuelle, pardon. Et donc, c'est cette reconstruction ici, soit d'une scène, soit d'un objet, qui nous intéressait. Et donc, à partir de là, on a segmenté anatomiquement des régions d'intérêt, donc qui étaient l'hippocampe et les régions périrénales autour de l'hippocampe, et on a été analyser les variations de signal, donc d'activation en IRM fonctionnel, au sein de ces régions-là. Et donc, on répliquait effectivement l'hippocampe qui était plus activé pour les scènes que pour les objets. En revanche, dans la région juste à côté, qui est le cortex périrénal, eh bien, on avait le résultat inverse, donc ce qui collait complètement aux hypothèses qu'on avait préenregistrées justement dans notre register de report. Pour donner un petit peu plus de détails sur concrètement où ça s'est passé, eh bien, la conceptualisation de la question de recherche et des hypothèses, bah, c'est des hypothèses qu'on a souhaité tester dans le cadre de ma thèse, donc réalisée au LPNC et à l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc sous la direction de Pascal, hein. On a écrit ce stade 1 ensemble, qu'on a soumis au journal Cortex, je vais y revenir. La collecte des données en IRM fonctionnel a été réalisée à la plateforme IRMAGE, donc une plateforme de neuroimagerie qui est associée, qui fait partie du CHU de Grenoble. Ensuite, les analyses, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai expliqué juste avant ce qu'on a fait, mais donc elles ont été réalisées avec des collègues du LPNC. Et enfin, l'article est publié dans le journal Cortex. Et donc, pour donner juste un petit peu plus de détails sur les acteurs impliqués, eh bien effectivement, comme c'était mentionné au début, cette démarche, globalement, alors pas uniquement le register de report, mais la réutilisation des données, la mise en open access des données, des images, des scripts d'analyse, des scripts de présentation des images, etc., a été récompensée par le prix Sciences ouvertes des données de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2023. Donc un peu plus concrètement, un dernier aspect très important du register de report, c'est de favoriser la réutilisation, c'est-à-dire de favoriser les bonnes conditions pour la réutilisation des données à l'issue de l'étude. Et donc, si on va ici, ça c'est une capture d'écran, à gauche c'est une capture d'écran de notre article dans Cortex, hein, où à la fin il est mentionné que les données, le matériel, etc. sont tout en open access pour notre article. Et donc, si on va sur le lien OSF, eh bien on a... Pardon? Non, non, c'est pas moi, c'est... Ok, ok. Si on va, donc j'en termine juste avec ça, on est presque au bout. Si on va ici sur le lien donc, de notre page sur OSF, eh bien, on a accès à tout ce qui constitue l'étude, c'est-à-dire en particulier les codes d'analyse, les scripts d'analyse, les données brutes, les données démographiques. Alors bien évidemment, il n'y a aucune donnée identifiante qui permettrait de remonter jusqu'à l'identité des participants, mais il y a l'âge, le genre, toutes ces choses-là. Et puis les images, donc c'est tout le matériel expérimental, le fichier expérimental qui permet de présenter les images aux participants, etc. Tout est en accès ouvert ici sur OSF. Et un dernier point que je voulais illustrer aussi, c'est que dans une logique de transparence, eh bien le fameux stade 1 dont je parlais tout à l'heure,
le document qui a été accepté suite à la première étape de reviewing, eh bien, est également disponible ici dans sa version originale, hein, puisqu'après, logiquement, il est altéré lorsqu'on passe à la version finale de l'article, puisqu'il y a les résultats, etc. Mais ici, la version originale, le stade 1, avec les hypothèses, qui est écrit au futur, etc., avec les hypothèses qu'on va tester, tout ça, eh bien, est disponible aussi. Donc, tout chercheur qui se dit, bah tiens, mais qu'est-ce qu'il voulait tester au départ ces chercheurs-là, eh bien, peut remonter jusqu'à la source, jusqu'à ce qu'on avait proposé, et c'est le cas pour tous les registered reports. Voilà, j'en termine avec la présentation de la procédure des registered reports, et je vous remercie à nouveau pour l'invitation. Alors, j'ai envie de dire que, hélas, on a confirmé les hypothèses initiales du premier papier. Hélas, pas pour la recherche, hein, mais parce que ce qui aurait été intéressant, justement, c'est de montrer que là, pour le coup, si on n'avait pas répliqué, ça ne changeait rien au process et au résultat final. Notre discussion aurait été différente, mais le papier, le journal, pardon, s'engageait à publier ses résultats, quelle qu'en soit l'issue derrière, qu'elle confirme ou pas les résultats de l'étude Princeps. Donc, dans notre cas, c'était une réplication, mais ça aurait été tout aussi intéressant d'avoir un format différent pour justement avoir de ce fait une possibilité de présenter des résultats dans un journal reconnu au niveau international et qui correspond à une absence de résultats. Donc ça, c'est un des points aussi potentiellement intéressants de passer par ce process. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes pour échanger. Oui, allez-y. Je vois la main levée. Allez-y. Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien Oui, avec le Non, micro. Salut Jérémy, c'est chouette de te voir. Euh, Très succinctement, j'avais deux questions un peu naïves sur le processus. Le premier, c'est quel est le niveau de détail au niveau méthodologique? Est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas, on va utiliser tel logiciel ou est-ce que c'est, enfin vraiment, quel est le degré de précision au niveau même des, je sais pas, de certains métaparamètres, voilà. C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est qu'en est-il de données déjà existantes? Il y a notamment aujourd'hui, justement, je sais pas, il y a des bases de données qui existent sur lesquelles on peut récupérer des données. Est-ce qu'on peut quand même, malgré l'existence l'existence de ces données, enfin le fait qu'elles aient déjà été collectées, est-ce qu'on peut quand même s'engager dans ce processus? Merci. ouais. Ouais, tout à fait. Bah, merci pour ces questions. Bah, salut Jean-Baptiste, et merci pour ces questions. Est-ce que Pascal, tu veux répondre ou je réponds? Vas-y, peut-être je peux répondre sur la première, sur la deuxième, si tu as des éléments factuels, je suis preneur. En fait, c'est un niveau équivalent d'une publication. Donc, c'est-à-dire que ce que tu vas présenter doit permettre de reproduire à l'identique le protocole dans un autre laboratoire, comme on l'exige dans un papier qui serait publié dans un format classique, j'ai envie de dire. Et parfois même, j'ai eu le sentiment, Jérémy, tu me confirmeras ça, qu'il y a même un degré d'évaluation plus fort sur ces dimensions-là, puisque une fois que c'est arrêté, on peut absolument toucher à rien. Et donc, des fois, il y avait vraiment des questionnements très pointus sur, par exemple, la manière dont on allait tester deux conditions expérimentales l'une par rapport à l'autre, ou sur l'accès immédiatement à un certain nombre des items qui étaient utilisés pour les simulations. Donc, tout doit être construit, quoi. On ne doit pas se dire, par exemple, on va utiliser 25 images d'objets et puis c'est tout. Non, ces images d'objets, elles doivent déjà être accessibles sur un site donné et pouvoir être évaluées par les rapporteurs. Donc, on a vraiment un niveau d'élaboration comme si, sur le principe, s'ils nous disaient, ben, vous pouvez partir, le lendemain, on peut débuter le protocole. Ok. Sur ce second point, tu peux peut-être apporter des Oui. éléments. Oui, oui, non, mais absolument. Donc effectivement, ça doit être très très précis. Après, l'avantage, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la flexibilité, quoi. C'est-à-dire si tu dis quelque chose, on présente quelque chose d'extrêmement précis avec, comme je disais, 65 images par exemple, et les reviewers disent il en faudrait mieux 70, mais on peut encore modifier ce truc-là puisqu'on n'a pas commencé à collecter les données. Donc ça, c'est important. Et un truc aussi, c'est que si c'est justifié, on peut quand même donner quelque part une petite marge de manœuvre. C'est de dire, ici, on va faire ça, sauf si on a tel résultat, à ce moment-là, on Mm. fera comme ça. Mais tant que ça s'est renseigné a priori, ben, on peut quand même le faire, si c'est justifié, si c'est légitime, d'accord? Mais
Des fois, on se dit, ah bah mince, oui, mais imagine, j'ai tel cas de figure. Ben, on peut le prévoir et ça peut tout à fait s'entendre, parce que les reviewers sont des chercheurs comme nous, ils peuvent tout à fait le comprendre, ça aussi. Donc, c'est très précis, mais de temps en temps, il y a une légère flexibilité aussi. Et donc, Il pour y a, répondre sur le... excuse-moi peut-être pour compléter ce point-là, il y a même aussi un élément auquel on a été confronté avec Jérémy, c'est qu'il y a possibilité aussi au moment de la construction de se dire, tiens, la recommandation qui était de ce format-là, des reviewers, ne va présenter à une difficulté associée à ça. Et nous, on souhaiterait le faire un peu différemment. Et ça, on peut le faire avec validation de la revue derrière. C'est-à-dire, entre le R1 et le R2, c'était sur une analyse statistique, hein, je crois, enfin, une analyse des, pas statistiques, mais des data IRM, on peut dire, bah, nous, le format proposé nous semble présenter telle difficulté, on souhaiterait plutôt utiliser ce format-là, et ça peut encore être faire l'objet d'une validation à partir du moment où on ne se prend pas l'autonomie de le faire et puis amener à un constat en R2. On peut le faire, mais là, on a le risque, comme le disait Jérémy, que ce R2, qui n'est pas du tout, en termes d'expérience, que c'est l'objectif ici, c'est un retour d'expérience. Moi, je m'attendais beaucoup à ce que le R2 soit quasiment une validation. Ok, vous avez fait tout bien, ça marche. Étape suivante, on vous publie dans 3 jours. C'est pas du tout le cas. L'étape de R2 était quand même assez lourde, même si effectivement elle porte sur des considérations différentes de la R1. Mais c'est pas du tout une formalité quand même la R2. Il faut vraiment faire les choses proprement, bien les montrer, bien montrer qu'on a suivi ce format-là. Et la R1 ne vaut pas validation de publication, quels que soient les résultats. Quand même, il faut avoir. C'est pas les résultats qui sont censés moduler le choix de publication ou pas, mais il y a une vraie réévaluation par les mêmes rapporteurs d'autres étapes et on a eu quand même un certain nombre de retours également sur la R2 pour venir justifier de certains choix. Hmm. Et pour la deuxième question, donc oui, absolument. C'est tout à fait possible d'aller analyser des données existantes via un register de report, donc qui sont présentes dans des bases de données en open access, ou pas d'ailleurs, hein. Et au contraire, c'est très 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 bien parce que c'est d'autant plus intéressant dans cette logique-là, puisque ces données-là étant présentes, on pourrait se dire que ça fait partie des données qui peuvent être testées un peu dans tous les sens jusqu'à ce qu'un résultat sorte et boum, on va le publier. Donc de dire, je préenregistre mes hypothèses, etc., j'en fais un register de report, même si ces données existent déjà, et qu'il y ait un résultat ou pas, je le publierai dans ce journal-là, c'est justement très très intéressant. Et alors, je connais pas tous les journaux qui font des register reports, mais en tout cas, dans Cortex, je sais que je me souviens que dans les guidelines, quelque part, c'est proposé, quoi. C'est sur des données déjà existantes, vous pouvez le présenter comme ci, comme ça, donc c'est d'ores et déjà accepté. Il faut juste certifier que tu n'as pas accédé aux données avant, avant l'accord de principe du stade 1, parce que sinon ça n'a plus aucun sens, mais voilà. Ok. Je vois Allez, une question. Oui, alors, allez-y. Alors, merci pour la présentation. Je me permets de le par écrit. Première question. Qu'est-ce qu'il y a dans des démarches éthiques? Quand sont-elles effectuées? Il me semble qu'elles sont moins flexibles. De votre expérience, quelle était la temporalité de l'intégralité de la démarche, de la conceptualisation à la validation publication de l'article? Alors, sur la question 1, d'ailleurs, il y a un autre format qui permet aussi ça, c'est ce qu'on appelle en médecine les essais contrôlés randomisés, et où il faut vraiment avoir cette grande prudence-là, effectivement, puisque théoriquement, la démarche éthique ne peut être posée avant qu'il y ait une validation par les rapporteurs du format associé à ça, parce que sinon, ça suggère qu'on a déjà démarré le protocole. Donc, la logique temporelle est qu'on doit d'abord avoir une validation. Alors, il y a des difficultés associées à ça, parce que de ce fait, effectivement, on peut avoir aussi des retours incompatibles avec éventuellement des évaluateurs sur la démarche éthique qui vont nous faire des recommandations un peu différentes et des obligations qui peuvent ne pas être les mêmes que celles des rapporteurs. Donc, à ma connaissance, nous, on l'avait fait dans quel sens je crois qu'on avait attendu, on avait fait la demande CPP après, Jérémy, semble-t-il. Non, en fait, en fait, c'est un peu. Tout dépend de la lourdeur du cadre éthique dans lequel on se trouve. Forcément, avec le CPP, en France, c'est tellement long qu'il vaut mieux lancer quasiment les deux en parallèle. Et nous, je crois qu'on avait eu l'accord éthique un petit peu avant d'avoir l'accord de principe du journal pour pouvoir commencer l'acquisition des données.
Mais dans d'autres pays, donc moi je suis actuellement postdoctorant en Belgique et la dynamique des accords éthiques est beaucoup plus rapide, donc c'est bien plus confortable, hein, bien évidemment, Mm. pour ce type Dans de tous démarche-là. les cas, moi je conseillerais quand même, parce que je sais, pour participer à une démarche d'une étude en randomisée contrôlée, en double aveugle, que cette proposition-là a été retoquée par un journal parce que la validation éthique avait été déjà obtenue. Donc je vous conseillerais vraiment d'être quand même dans une démarche où on met d'abord une demande, ça vient construire un peu un cadre, et ensuite de faire la demande éthique correspondant à ces aspects-là, puisque si une personne, si le comité d'éthique, par exemple, évalue un protocole dans lequel la durée est d'1h30 parce qu'il y a X tâches dedans et que la demande de Registry Report dit bah, il vous faut d'abord une évaluation, par exemple, des capacités visuelles de la personne, ce qui va rajouter 20 minutes, eh bien, ce n'est plus le même contrainte. Donc, ça va changer les contraintes éthiques. Donc, il vaut mieux le faire dans ce sens-là ou être prêt à avoir une démarche avec des avenants qui sont proposés ensuite, quoi. Donc, de manière plus générale, sur la 2, je laisse Jérémy la parole là-dessus. Ouais, sur la question de la temporalité, c'est une question qui revient souvent. Euh, En fait, naïvement, on peut avoir l'impression que ça va être beaucoup plus long que de faire une étude et de la publier dans la procédure classique, hein, sans register de report. Pour moi, pas nécessairement, puisqu'en fait, comme je disais, c'est pas exactement la même chose qui va être évaluée. Et à nouveau, si vous avez bien suivi tout ce que vous aviez dit que vous alliez faire dans le stade 1, l'étape 2, par contre, elle peut être relativement rapide. Puisque l'introduction, elle est même pas lue, les hypothèses, elles sont même pas lues, la méthode, elles sont même pas lues, à part par les reviewers, à part s'il y a des modifications qui ont été faites, à ce moment-là, il faut absolument le dire explicitement, mais sinon, tout ça, c'est pas réévalué, donc il y aura que la fin de la proposition qui sera évaluée. Et les reviewers connaissant déjà le projet, bah, c'est très rapide ce moment-là. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Par contre, une prudence, c'est lorsqu'on propose un register de report, de s'assurer qu'on a bien toutes les compétences, tous les moyens technologiques et toutes les compétences d'analyse pour tout réaliser. Parce que c'est là où si on propose quelque chose et qu'on se rend compte que telle ou telle étape on ne sait pas trop le faire, il y a des choses qui ne marchent pas, etc. C'est là que, par contre, on va avoir effectivement se mettre dans une situation difficile et prendre du retard. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est pour ça que pour moi, le meilleur conseil, ce serait de faire des pilotes où on fait toutes les analyses de A à Z, comme si on réalisait nos analyses avec un nombre de sujets assez limité. Ça peut d'ailleurs être un argument très favorable lorsqu'on soumet le register report en disant, regardez, j'ai fait X pilotes, ça montre la faisabilité de l'étude sur le reste de l'échantillon. Et là, on est sûr qu'on a mis en place toutes les analyses possibles, on est sûr qu'on sait tout faire. Et à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit beaucoup plus long. Euh, Pascal, d'expérience, tu dirais qu'une étude IRM comme l'étude SHIP, est-ce qu'on l'aurait fait plus rapidement sans la logique register report? Je suis pas vraiment sûr, moi. Bah, le début du protocole, si, on a quand même, de toute façon, on est complètement, en fait, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait avoir en tête, je me souviens plus, c'est entre le moment où on a déposé l'AR1 et la validation de cet R1, il y a eu quelque chose comme entre 6 et 8 mois, quand même, je pense. Oui, peut-être 6 mois. Voilà. Ouais, donc à ce Donc moment-là, c'est il y a vrai une que c'est perte pour de ça que temps, je mais dis que ça dépend de temporalité. C'est-à-dire que si on est sur une temporalité d'une thèse, par exemple, avec une partie théorique qui se mettrait en place et que cette étude-là s'œuvre, eh bien, on est obligé de patienter sur ces 6 mois. Idéalement, en plus, avec la réponse que j'ai donnée sur la question 1, à savoir sur le fait qu'une fois ce R1 obtenu, on mette pourquoi pas en place seulement à ce moment-là une démarche éthique, on voit que ça peut être sur des temporalités un peu plus longues quand même. Donc, moi, je serais un petit peu moins optimiste que Jérémy sur l'équivalence entre un format classique et celui-ci. Mhm. Oui, là, en fait, la première étape est plus longue. La deuxième est plus rapide puisqu'on sait Oui. exactement ce qu'on va faire, on sait où on va, donc les scripts d'analyse sont prêts, on n'a plus qu'à les lancer et là, à ce moment-là, ça déroule assez, beaucoup plus vite. Mais effectivement, faut être prêt à ce que la première étape, elle soit, elle, ralentie. Hum, tout à fait. Le point qu'on maîtrise aussi un peu moins, alors vous me direz que sur les revues classiques, c'est le cas aussi, c'est que puisque, comme le soulignait Jérémy, tout est modulable.
les éditeurs sont quand même très très vigilants dans une première étape de proposition avant de le proposer à des rapporteurs, parce qu'on pourrait très bien envisager, voilà, dans une revue, vous avez soumis dans un format classique, on vous dit, bah, vous avez mis 50 participants, c'est pas suffisant, il en fallait 150. Ben, c'est rare qu'on va abandonner, on va dire, ok, trop tard, quoi. Là, en fait, à cette étape-là, si vous dites, bah, vous avez prévu, par exemple, typiquement pour nous, de mesurer l'activité hippocampique très localisée, pas les autres régions. Eh bien, sur un papier classique, si on ne l'a pas fait, on est coincé. Là, s'ils nous disent bah, il aurait fallu le comparer à l'amidale, ben, on dit bon, on le fera, pas de souci. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plus une fois que le format R1 est là, sauf à ce que ça rende impossible pour des conditions ne serait-ce que du laboratoire, sur les coûts associés, sur l'accès à la population. Mais si ces contraintes-là n'existent pas, une fois que ça passe dans les mains des rapporteurs, on pourrait dire que le plus simple, c'est de dire quelque part où il amène, c'est-à-dire que toute remarque d'un rapporteur, on l'accepte, on dit on modifie le protocole dans ce sens-là, on modifiera l'analyse dans ce sens-là, et dans ce cas-là, le papier, il a quand même une probabilité très forte d'être accepté et publié. Donc il y a quand même une démarche des éditeurs qui est un peu prudent dans une première étape, parce que dans l'absolu, après, il y a la différence, c'est qu'on est sur du devenir. Donc on peut toujours décider de modifier les critiques qui sont faites. On peut dire on les prend en compte, on est d'accord avec vous et on va ajuster le protocole dans le sens de ces critiques pour ensuite démarrer le protocole. Donc il y a, voilà, la marge de manœuvre, elle semble beaucoup plus grande et elle peut être plus dangereuse pour un journal. Donc ils sont très très prudents dès l'étape de l'éditeur et puis sur l'étape des rapporteurs aussi, il y a beaucoup d'échanges, hein. D'ailleurs, parce que aussi on peut ne pas être d'accord, c'est l'intérêt aussi. Souvent, ce sont des revues de qualité et les rapporteurs sont vraiment là dans une démarche d'échange critique, mais d'échange. Je n'ai pas d'autres questions. Alors là, je peux me permettre d'ajouter encore, je posais 2 questions. Mon côté, moi, je suis pas une chercheuse, je travaille dans une équipe d'appui à la recherche, d'accompagnement à la recherche, et depuis 2021. Et je trouve, bah, j'avoue que je connaissais pas du tout les sujets. Un de nos chercheurs m'a posé la question il y a quelques mois, et en fait, je fais des recherches pour en fait pouvoir répondre. Et par contre, de l'autre côté, on a beaucoup de supports de webinaires, d'informations sur d'autres outils pour la science ouverte, les plans de gestion de données. On parle beaucoup même là, depuis quelques mois, plein de gestion de logiciels, principe faire, cycle des vies, mais on ne parle pas beaucoup de préenregistrement. Donc là, côté, vous auriez eu besoin de plus d'accompagnement par rapport au projet, ou dans votre domaine de discipline, bah, vous pouvez déjà vous appuyer sur la communauté scientifique et donc vous n'avez pas besoin de nos côtés, côté USMB, pôle d'appui à la recherche, on devrait encourager les chercheurs. On a encore besoin d'encourager les chercheurs sur l'outil en fait de préenregistrement. Et deuxième question, bah, vu qu'en fait je connaissais pas assez les sujets, je fais un peu de recherche et je vois qu'il y a un peu aussi des critiques sur le préenregistrement, des critiques qui datent 2017-2018, et j'ai vu que certains critiques ont fait valoir que le préenregistrement peut parfois aussi ralentir la recherche et peut ne pas être nécessaire lorsque d'autres pratiques de sciences ouvertes sont mises en œuvre. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous pensez, et si vous trouvez qu'il y a des limites de critiques, des préoccupations par rapport à l'utilisation de cet outil. Alors, il y a eu plusieurs inquiétudes associées à cette approche, hein. La première a été quand on s'est inscrit dans une approche très rigide associée à ce point-là, à savoir notamment l'idée de se dire que aucune perspective exploratoire n'était possible. Alors, très rapidement, les très grosses revues, d'ailleurs, sont revenues en arrière là-dessus, et les revues comme des Nature, Science, etc., ont dit, l'idée, c'est que bien sûr, vous allez avoir des hypothèses a priori qui vont construire votre protocole, qui vont construire vos analyses, les conditionner, mais il est possible, la recherche, c'est aussi de la sérendipité, donc de venir proposer des analyses exploratoires. Dès lors qu'effectivement, elles sont indiquées très clairement
comme faisant l'objet d'une analyse exploratoire, planifiée parfois. On peut aussi faire des analyses, des questionnements secondaires qui étaient associés à des exploratoires déjà présents dans le R1, mais pourquoi pas entre le R1 et le R2, et qui est à discrétion des rapporteurs pour évaluer de la pertinence de présenter ces analyses exploratoires. C'est même parfois eux qui ont suggéré, je ne sais pas si tu te souviens Jérémy, dans le R2, de venir ajouter des éléments que nous n'avions pas prévus dans le R1 et qu'ils n'avaient pas non plus eux prévus, et qui ont été des questions, des interrogations au regard des résultats. Donc il faut voir que cette version, on va dire, extrême du préenregistrement était quasiment abandonnée, y compris dans les plus grosses revues. Donc ce point-là, qui avait été une critique initiale, elle est modérée, et puis après, il faut par contre garder, il ne faut pas avoir une souplesse absolue, parce que c'est l'enjeu de ce type d'approche quand même, c'est de venir répondre à quand même un problème majeur dans le domaine scientifique, qui est cette non-réplication. Donc il faut essayer vraiment d'avoir cette approche la plus propre. Voilà. Ensuite, l'alternative, oui, si quelqu'un décide de faire un format préprint, un format qui serait un enregistrement sous OSF de ces datas et de ces hypothèses, ça peut être quelque chose qui est une manière différente de venir rendre la science ouverte et transparente sans passer par du registry report. Ça peut être complètement un format associé. Quelque part, la petite différence peut-être, c'est que admettons que vous soyez dans une revue et vous avez fait les choses très proprement pour montrer qu'entre, je ne sais pas, vos deux groupes d'âge, vous n'avez absolument aucune différence. Il n'est pas évident que ça intéresse beaucoup de revues associées à ça. Là, la revue, avec ce format-là, prend le risque de venir soutenir cette étude jusqu'à sa publication, quel qu'en soit le résultat. Donc, il y a peut-être cette étape-là en plus. C'est sûr que si on a quelque chose qui a un format un peu différent et qu'on est prêt à le soumettre à différentes revues, avec un système de transparence qui a été fait en amont par les chercheurs, avec sous OSF, l'enregistrement, pas juste des datas disponibles, mais en amont des protocoles, des pipelines d'analyse, etc. Et bien dans ce cas-là, ça peut être utilisé, je pense, en parallèle d'une pratique de registry report. Et dernier point très rapide concernant l'USMB, je pense que ce qui serait plutôt intéressant, justement, c'est pas forcément de sensibiliser les chercheurs à cette étape-là, mais à l'étape d'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a plein de chercheurs qui veulent utiliser, que ce soit OSF ou d'autres formats, pour venir enregistrer leurs données, mais on ne sait jamais trop. C'est pas un format très convivial. Moi, je suis très content que ce soit Jérémy qui ait géré ça au quotidien, parce que on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre, comment il faut l'écrire, avec quel format associé à ça. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui seraient intéressés déjà par cette étape de mise à disposition sous Open Science. On peut avoir la crainte inverse d'ailleurs. J'ai des chercheurs qui n'y vont pas parce qu'ils se disent oui, mais tout le monde va avoir accès à mon protocole avant que je le débute et pourront faire les protocoles avant moi. Alors, ce qui n'est pas du tout le cas, il y a de l'embargo qui est possible, etc. Mais c'est difficile à savoir, à être sûr, est-ce que l'embargo il est mis, est-ce que j'ai coché la bonne case? C'est déjà arrivé parmi mes doctorants que ce ne soit pas le cas et que tout le matériel qui était posé était disponible à tous, avec le risque qu'on est quand même une société de recherche concurrentielle, et ça est un petit danger. Oui, pour compléter un petit peu, juste un élément, c'est possible que certaines démarches de sciences ouvertes et de bonnes pratiques à la recherche ralentissent un petit peu la recherche. Oui, c'est vrai, mais je suis pas sûr que ce soit grave en fait. C'est-à-dire, il y a, il y a un- Je suis d'accord, mais moi, je ne suis pas une chercheuse, donc... Ouais, non, mais bien sûr. Mais donc, pour clarifier ce point-là, il y a un extrême dans lequel il ne faut pas tomber, où en fait, on n'avance pas, on publie plus d'articles, etc., parce qu'on veut être trop rigoureux. Donc, comme l'a dit Pascal, trop peu de flexibilité, etc. Donc, ça, c'est un extrême dans lequel on ne va pas s'aventurer. C'est pas une bonne idée. Et effectivement, les journaux l'ont bien compris. Maintenant, que la recherche aille peut-être un petit peu moins vite dans certains cas, c'est pas forcément grave. Vous savez, il y a toute une démarche récemment, enfin de moins en moins, ça a commencé à dater de quelques années quand même maintenant, de slow science, où plutôt qu'une course effrénée à la publication extrême, en fait, on va plutôt se concentrer sur la véracité, la solidité des théories, des hypothèses, des méthodologies, etc., pour s'assurer que la science qu'on produit, eh bien, elle est robuste, elle est fiable, plutôt qu'elle soit productive. Et ça, à nouveau, c'est ce que je disais, faut pas être dans l'extrême en publiant plus un article toutes les X années parce que on fait tout, etc. Mais peut-être que publier un tout petit peu moins, mais mieux, bah, c'est oui, peut-être mieux en fait. Et je Oui, c'est pense ce que que je dis à nos doctorants pendant les formations. Après, les jeunes chercheurs, ils sont
oui, plus ou moins d'accord avec nous. D'autres chercheurs, après, ils nous posent les questions de l'évaluation, en fait, en fait, la carrière et tout ça. Donc, il faut trouver toujours Oui, un juste milieu. l'équilibre. Oui, oui, c'est ça. Un juste milieu, exactement. Et comme l'a dit Pascal, il y a des contextes où ça se prête plus ou moins bien, et dans le cadre d'une thèse, surtout si on est, parce que ce qu'on n'a pas dit, que j'ai oublié de dire, que je voulais dire, c'est qu'on était dans le cadre de la neuroimagerie fonctionnelle ici, donc c'est aussi très particulier, parce que c'est des analyses qui sont très lourdes, des données qui sont très lourdes, une collecte des données qui est lente, donc ça nous a mis aussi dans des conditions difficiles, on s'en est très bien sorti, mais c'était pas toujours aussi évident. D'autres méthodologies se prêtent un peu mieux, mais voilà, dans le cadre d'une thèse, il faut aussi voilà, trouver le juste milieu associé à ça. Maintenant, de manière plus générale, je pense que la capture d'écran que Pascal a montrée en début de présentation, en fait, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que oui, on publiera peut-être un peu moins vite, mais on publiera mieux parce que voilà, la qualité des articles publiés de la science qui est publiée dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, eh bien, elle est supérieure, en fait. Donc, et si ces résultats scientifiques-là, ils sont plus fiables, eh bien, ça veut dire que derrière, la théorie, elle va être plus fiable, et ce qu'on va enseigner en cours, ça va être plus fiable, etc., etc. Donc, c'est un mal pour un bien quelque part, mais voilà, il faut toujours avoir un juste milieu, effectivement. Mm. Peut-être si tu peux rassurer les permanents comme les non permanents, on commence à voir une sensibilité, y compris des évaluateurs associés à ça. C'est-à-dire que sur les évaluations, par exemple, des laboratoires, on commence à vraiment avoir quelque chose où on préfère regarder la qualité que la quantité. Et il y a des très gros laboratoires dans mon domaine en neurosciences à Paris qui ont compris ça, par exemple, et quand on regarde leur liste de publications, c'est fini ces aspects où on avait 10 publications par chercheur par an, avec des petites variations qui ont été faites derrière pour privilégier des publications avec des cohortes de plus grosse taille pour pouvoir avoir des effets robustes. Et puis avec éventuellement même, si on prend par exemple nos collègues, juste nos voisins d'à côté, là, à Genève, ils sont maintenant dans des protocoles où, y compris chez les doctorants, on leur demande de faire études-réplication systématiquement. Donc d'avoir cette logique-là où on va avoir un papier, c'est deux publications, c'est deux protocoles qui vont être identiques ou identiques dans deux populations différentes pour venir conforter la stabilité de ces datas-là. Donc il y a vraiment quand même une démarche qui est en train quand même je trouve, d'émerger. Alors peut-être pas dans toutes les disciplines, je ne maîtrise pas tous les champs, mais qu'on commence à observer en tout cas dans nos disciplines en SHS, quoi. Merci. Donc voilà, on avance, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Je vois pas qu'il n'y a pas d'autres questions, je crois. Donc, je crois qu'on peut s'arrêter. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré et merci à tous ceux qui a participé, qui a assisté et les prochains rendez-vous pour cette semaine, jeudi à 10h30, un webinaire sur le plan de gestion des données et vendredi après-midi à 15h30, un webinaire sur le stockage de données. Eh Merci. bien, merci encore, Maria Gracia, pour Merci ton à invitation. vous. Merci à vous. C'était Merci très beaucoup. intéressant. Merci. Merci, Bonne au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, oui, je vais pas arrêter l'enregistrement.